bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Lève-toi et marche. Aujourd'hui, on va parler ensemble d'un sujet qui nous concerne tous à un moment ou à un autre, nous a concernés, nous concerne actuellement ou va nous concerner, c'est notre alimentation, c'est ce qu'on mange et c'est les erreurs courantes qu'on peut faire quand justement on commence à s'intéresser à ce qu'on met dans son assiette. Donc que tu sois quelqu'un qui fait attention à ce que tu manges, bon j'imagine que si tu es en train d'écouter c'est que c'est le cas, ou simplement que tu veuilles mieux comprendre comment ça se passe, si potentiellement tu es concerné par ces erreurs-là ou pas, installe-toi confortablement, on est parti, je vais tout expliquer. Je trouve que de nos jours c'est très facile de faire des erreurs en matière d'alimentation, que ce soit via la désinformation qu'on peut voir un peu partout, même dans les médias, que ce soit les effets de mode qu'on peut voir via les réseaux sociaux, essentiellement via Instagram, les pseudo-influenceurs à qui on accorde du crédit uniquement parce qu'ils ont un nombre d'abonnés conséquent et qui vont prôner telle ou telle façon de manger sans preuve spécifique, mais comme ils ont des abonnés, on se dit ils doivent avoir raison. Enfin bref, du coup c'est hyper facile entre tout ce qu'on entend, toutes les informations qui nous viennent de part et d'autre. On ne sait plus où donner de la tête et c'est très facile de s'y perdre et de faire des erreurs. Donc je vais faire un petit tour des erreurs classiques qu'on peut voir pour les personnes qui commencent à faire attention à leur alimentation, qui s'intéressent tout simplement à équilibrer leur journée et leurs assiettes, ou potentiellement aussi les personnes qui souhaitent perdre quelques kilos en trop, un peu de masse grasse et qui donc essayent de faire attention à ce moment-là à ce qu'ils mettent dans leur assiette et donc s'y intéressent. Bon, l'erreur classique numéro 1, ça va être de sauter un repas et de mettre ça sur le compte du « je pratique le jeûne intermittent ». Alors, souvent, c'est le petit déjeuner qui trinque et donc les personnes vont se dire « c'est bon, je vais faire un jeûne intermittent, je commence à manger qu'à partir de midi 14h et j'arrête le soir et je jeûne après jusqu'au lendemain ». Alors, dans l'absolu, il y a beaucoup de personnes qui ne petit déjeunent pas le matin. A priori, il n'y a pas de problème, hein. De là à vouloir dire que forcément parce qu'on ne déjeune pas, on fait le jeûne intermittent. Moi, j'aime pas ce genre de choses parce que c'est se coller une étiquette et ça fait que potentiellement, un jour où cette personne, elle aura envie de prendre un petit déjeuner, elle va se dire « Ah ben je peux pas puisque je fais le jeûne intermittent, donc je dois pas petit déjeuner. » Alors que si dans la semaine, c'est juste qu'il est trop tôt, qu'on n'a pas faim à ce moment-là et juste qu'on est pris par des tâches bureautiques ou quoi que ce soit et que on n'a juste pas faim à ce moment-là, c'est ok de pas petit déjeuner, il n'y a pas besoin de se coller l'étiquette du comme je petit déjeune pas, je fais le jeûne intermittent. Là où je vais mettre un holà concernant le petit déjeuner qu'on ne prend pas, parce que je vous dis que c'est ok, mais c'est ok à la seule condition où il n'y a pas d'entraînement de sport à ce moment-là, d'accord? C'est si vous vous levez le matin, vous allez directement au travail, vous vous asseyez à votre bureau et vous ne bougez plus jusqu'au repas du midi. Là, a priori, il n'y a pas de problème à ne pas petit déjeuner. Mais si vous êtes quelqu'un qui vous entraînez le matin et que vous y allez sans avoir petit déjeuner, là, on passe sur de l'entraînement à jeun. Et ça, c'était la règle numéro 1 de l'interdiction. Et je vous envoie à mon podcast précédent si vous voulez plus de détails à ce sujet. Mais l'entraînement à jeun, on dit non, c'est interdit. Toutes les alarmes, elles sont en train de sonner. Là, vous les entendez, je suis sûre. Il n'y a pas d'entraînement à jeun, ok? Donc, sauter un repas. Alors, la plupart du temps, comme je vous disais, c'est le petit déjeuner, mais ça peut même être souvent le dîner, parce que le dîner, vous comprenez, c'est pas indispensable, on va se coucher derrière, alors pourquoi reprendre de l'énergie via l'alimentation pour aller taper son meilleur dodo? Ah ben oui, mais non, mais ça se passe pas comme ça. Le corps, il a besoin d'énergie aussi, même si on va se coucher ensuite. Ça, c'est pareil, je suis rentrée dans plus de détails dans un podcast précédent, je vous invite à un petit peu tous les écouter de toute façon, j'essaye de vous partager un maximum de contenu intéressant et de valeur via ces podcasts. Donc du coup, le corps a besoin d'énergie, a besoin d'avoir un repas complet. J'insiste sur le complet, donc même avec des féculents, même avant d'aller se coucher. Donc sauter les repas, c'est non, c'est une erreur, je vois, et qu'on peut voir très souvent encore, qu'il faut éviter le maximum. C'est sans compter aussi sur d'autres conséquences auxquelles on pense pas forcément quand on saute un repas. On va se dire, bon, c'est pas grave, je mangerai plus tard ou quoi, mais que nenni, il y a des conséquences. Bon, déjà, les conséquences classiques de la fatigue et du manque d'énergie, liées au manque d'apport en énergie via l'alimentation. Et surtout, ça crée des fringales
un peu plus tard dans la journée. Donc souvent des personnes qui cherchent à perdre du poids vont essayer de sauter des repas ou de manger tellement en petite quantité que ça va être l'équivalent de pas de repas ou d'une petite collation. Ce qui fait que plus tard dans la journée, elles vont être rattrapées par des fringales, tout simplement qui vont se traduire dans la tête de la personne par des grosses envies sucrées et potentiellement des crises d'hyperphagie, de boulimie. C'est souvent d'ailleurs ce genre de schéma qui se passe chez les personnes qui ont des TCA, plus particulièrement boulimie et hyperphagie. Ce sont des personnes qui se restreignent sur la journée et qui donc souffrent de ces fringales le soir. Alors je schématise et je résume énormément, d'accord? Il y a d'autres cas, mais la plupart du temps, c'est comme ça que ça se passe. Et c'est évidemment, bien sûr, sans vous citer les troubles métaboliques que ça peut faire avec le ralentissement du métabolisme à long terme et donc un stockage de la masse grasse, même en mangeant très peu. Donc bon, au final, on saute des repas pour pouvoir maigrir. Tout ce qu'on y gagne, c'est des crises de boulimie et du stockage de gras. C'est next. Alors, erreur numéro 2, ça va être trop de produits ultra transformés. Donc, il est important de faire la différence entre les produits transformés et les produits ultra transformés. Les produits transformés, on est obligé d'en consommer. D'accord? Ça fait partie de notre quotidien. Certaines personnes diabolisent les aliments transformés, mais en fait, on ne peut pas y échapper parce que sinon, ça voudrait dire qu'on mange uniquement des fruits et des légumes. Et de la viande crue et des œufs crus, enfin que des choses qu'on n'a pas spécialement envie de manger en fait, et que je vous conseille pas de manger, attention. Les produits transformés, à partir du moment même où à la maison vous faites un gâteau, ça va être un produit transformé. Jusqu'à preuve du contraire, j'ai pas encore vu de plantation de fondant au chocolat dans les champs. Si vous en trouvez un jour, faites-moi signe, je vais aller voir, mais j'ai pas encore vu. Tout ça, ça reste des produits transformés. Même la baguette que vous allez acheter chez votre boulanger, fait à partir de farine bio, etc., ça sera un produit transformé. Ces produits transformés, c'est des produits qu'on ne trouve pas dans la nature, dans leur état brut. Les produits ultra transformés, quant à eux, ça va être tout ce qui est assemblage de produits transformés, on va dire. Donc les plats tout prêts, préparés en mode pasta box, les jus de fruits méga industrialisés, enfin toutes ces choses qui vraiment ont subi plusieurs processus de transformation, donc sont devenus ultra transformés. Et il y a des aliments qui sont dits healthy et qui font pourtant partie de cette catégorie-là, d'accord? Donc on va retrouver, déjà il y a des plats tout préparé avec des jolis Nutri-Score A ou B, mais ça reste un produit ultra transformé, donc pour moi on n'est pas dans du bon Nutri-Score. Que ce soit même des produits de yaourt à la grande mode, les yaourts protéinés qu'on peut retrouver beaucoup chez Lidl. Moi-même j'en consomme, attention, mais il faut pas que ça soit des produits du quotidien. Il n'y a pas de mal à les consommer, d'accord, mais là où je veux en venir, c'est que les personnes qui commencent à faire attention à leur alimentation, elles vont voir, tiens, un yaourt protéiné, je vais manger ça tous les jours. Ouais, mais non, en fait. Parce que la plupart du temps, ils vont compter là-dessus pour avoir leurs protéines, alors que c'est pas des protéines complètes, elles sont pas de bonne qualité, elles sont pas nécessairement bien assimilées par l'organisme. Ça reste du produit ultra transformé, qui est mieux potentiellement qu'une autre alternative de la même catégorie. Et encore, quoique, parce que vous prenez un yaourt classique lambda, un liégeois, ok? Vous savez que potentiellement c'est pas hyper cool. Vous allez en acheter, en manger une fois de temps en temps, ça va être terminé. Là où vous allez voir un yaourt protéiné, vous allez dire, c'est bon, ça je peux le manger tous les jours. Et c'est là en fait où on tombe dans le piège. Les deux sont des produits ultra transformés. Certes, il y en a un qui est un peu plus riche en protéines que l'autre et qui potentiellement peut être plus intéressant. Est-ce que c'est une raison pour en manger tous les jours? Non, parce que ça reste un produit ultra transformé. Grosso modo, pourquoi les produits ultra transformés ne sont pas bons? Déjà parce qu'ils sont pleins d'additifs, de conservateurs, d'agents texturants, de stabilisants, de édulcorants, tous ces mots en « an » qu'on adore. Et là où, du coup, c'est aussi des produits pas intéressant, c'est que comme on a atteint un stade de transformation si élevé via l'industrie, en fait, quand on les mange, c'est comme si c'était des produits déjà prédigérés par l'industrie agroalimentaire. On va avoir un indice de rassasiement vraiment très moindre, avec une absorption des nutriments très limitée aussi, comme si c'était des aliments dénutris. En fait, on avait tout enlevé, il reste que de l'air au final. Donc c'est en ça que les aliments ultra transformés
transformés perdent leur intérêt. Bon, non seulement avec toutes ces choses chimiques, entre guillemets, qu'elles contiennent et qu'on absorbe, mais en plus en termes de nutriments, d'apport en satiété, tout ça fait qu'au final, vous voulez vous faire un yaourt, manger le yaourt que vous voulez, peu importe qu'il soit protéiné ou pas. Tout est une question d'équilibre et de quantité. C'est important de se remettre dans le contexte. Encore une fois, si c'était un yaourt classique, vous n'allez pas en manger tous les jours 50 fois par jour. Alors qu'un yaourt protéiné, sous prétexte qu'il est protéiné, vous allez en manger plusieurs fois par jour. Vous voyez là où c'est un piège aussi. Donc attention à ça, soyez conscients. C'est pas parce que c'est un produit protéiné. Et je me suis attardée sur ce genre de produit-là en parlant des aliments ultra transformés parce que c'est tendance en ce moment et tous les produits commencent à avoir le label maintenant protéiné, même les pâtes dans les supermarchés. Lisez les étiquettes, soyez conscients de ce que vous faites et posez-vous la question, est-ce que c'est vraiment différent et est-ce que ça vaut vraiment la peine de choisir cette option plutôt que l'option classique et ne tombez pas dans la surconsommation de ces aliments-là sous prétexte qu'ils sont faits pour les sportifs, qu'ils sont protéinés, qu'ils sont allégés en sucre. Le point suivant, et les deux sont liés au final, bien que contraires, du coup, ça va être vouloir manger trop bien, trop healthy, trop brut, et là on tombe dans l'orthorexie. Donc là c'est à ce moment-là que vous vous arrachez tous les cheveux de la tête en écoutant mon podcast. C'est il faut pas faire ceci, il faut pas faire cela. La réponse à tout ça en fait elle est très simple, c'est qu'il faut trouver l'équilibre entre les deux. Avant de s'éparpiller, l'orthorexie, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait de vouloir encore une fois manger trop sain, trop brut, vouloir trop bien manger tout simplement. Donc encore une fois manger sainement, manger des produits bruts, des produits de qualité, c'est super important, attention, je ne cesse de le répéter, que ce soit ici ou sur les réseaux sociaux, mais quand ça en devient une obsession, c'est comme tout, les excès, les extrêmes ne sont jamais bons. Donc en fait, du coup, là, on tombe encore une fois dans une obsession du manger trop sain. Ça devient une fixation excessive sur la nourriture saine, la nourriture brute. Du coup, au point d'éviter certaines catégories d'aliments, éviter les restaurants. Au final, on en vient même à s'isoler pour pouvoir manger uniquement à la maison des choses qu'on aura préparées nous-mêmes. Donc ça d'ailleurs ce sont des signes d'alerte, si vous vous posez la question potentiellement, est-ce que je souffre d'orthorexie ? Posez-vous ces questions, est-ce que vous évitez les restaurants, les invitations chez la famille ou chez les amis ? Est-ce que quand vous mangez quelque chose qui est un peu plus transformé que d'habitude, vous culpabilisez parce que c'est pas suffisamment sain ? Est-ce que vous vous interdisez carrément certains aliments au supermarché, comme justement ces fameux yaourts dont on parlait tout à l'heure. Si vous avez répondu par la positive à toutes ces questions, malheureusement, c'est que vous êtes en train ou vous avez basculé dans l'orthorexie. Donc encore une fois, l'objectif numéro 1 sera toujours de trouver un équilibre, bien manger évidemment, mais sans stress, sans obsession, sans privation. Si vous avez envie d'un carré de chocolat, mangez le carré de chocolat, il va pas vous faire de mal. J'ai jamais vu quelqu'un se faire attaquer par un pauvre carré de chocolat, le pauvre. Si vous avez envie de temps en temps de vous accorder un plaisir, de manger des liégeois, d'aller prendre un pain au chocolat à la boulangerie, tout est question d'équilibre, d'accord ? Avoir la majeure partie de son alimentation via des produits bruts, non transformés, qui sont bons pour vous, pour votre corps. Aussi, une partie d'aliments plus plaisir pour nourrir aussi le cœur et l'esprit. Alors, autre petite erreur que je vois très très souvent, surtout dans le cadre des coachings, ce sont les calories liquides. Alors ça, c'est le piège numéro 1 pour les personnes qui cherchent à reprendre leur alimentation en main, qui veulent faire attention à ce qu'elles mangent. Elles oublient complètement en fait les calories liquides. Donc, on parle ici des boissons, que ce soit les sodas, les jus de fruits industriels ou pas d'ailleurs, même si vous le faites à la maison, c'est pareil. Le plus simple, c'est de visualiser le truc, d'accord ? Vous faites un jus de fruits à la maison. Pour remplir un petit verre, vous allez certainement utiliser au moins 2 ou 3 oranges si vous faites un mix de fruits ou même des smoothies d'ailleurs. Une pomme, une banane, plein de fruits comme ça que vous allez mixer. Vous allez vous retrouver donc 3-4 fruits mixés ou dont on a extrait le jus pour vous faire un petit verre. Très bien. Alors, vous avez enlevé toutes les
des fibres et tout, mais l'apport calorique, en fait, il est quasiment identique. L'apport en sucre, il est quasiment identique. Maintenant, essayez de manger ces 3-4 fruits d'un coup, comme ça. Vous allez peut-être pas le faire. Vous allez peut-être en manger 1 ou 2, puis basta. Pourtant, en 30 secondes top chrono, vous avez vidé le verre avec tous ces fruits. Je suis pas en train de diaboliser les jus de fruits. Attention, encore une fois, c'est juste pour remettre les choses dans leur contexte et d'avoir conscience, en fait, de ce qu'on met dans sa bouche et dans son corps. Donc, encore une fois, les sodas, les jus de fruits, les sirops, les smoothies, comme je vous le disais, l'alcool, évidemment. Et puis après, ça peut être d'autres calories liquides, mais pas à boire. Donc, notamment les huiles qu'on rajoute quand on fait cuire. Que ce soit pour un côté anti-adhérent quand on va faire cuire des œufs ou peu importe, un steak haché, ou juste pour l'assaisonnement, ça c'est pareil. Vous allez balancer la bouteille d'huile comme ça et tout arroser. Là, c'est des centaines de calories en même temps qui défilent. Les lipides, c'est le nutriment qui apporte le plus de calories, le plus d'énergie. Donc attention, encore une fois, c'est pareil, c'est très bon de manger suffisamment de sources de lipides, que ce soit pour le système hormonal, pour la bonne récupération, pour la bonne santé générale. Mais attention les quantités, si vous devez vous en servir pour assaisonner une salade par exemple, vous sortez votre plus belle cuillère et vous versez l'huile dans la cuillère pour la verser ensuite dans votre salade. Si vous voulez vous en servir sur votre poêle pour pas qu'elle accroche, vous en mettez un petit peu et vous essuyez avec un sopalin. Parce que tout ça, après, vous en rendez pas compte parce que ce n'est pas un aliment que vous avez mâché, mais votre corps, lui, il s'en rend bien compte. Et toutes ces calories, il les a assimilées. Vous en êtes pas rendu compte. Il n'y a pas eu d'effet rassasiation ou quoi que ce soit. Et potentiellement, vous avez ruiné toute votre diète à cause de cette erreur. Alors, pour l'erreur suivante, on va rester plus ou moins, on va rester carrément même dans les liquides, ça va être de ne pas boire assez d'eau. La plupart du temps, toujours pareil, quand je démarre un coaching, je vais demander à la personne, tu bois assez? Est-ce que tu bois suffisamment sur tes journées? T'es consciente combien tu bois, etc. La personne va souvent, à chaque fois, me répondre, oh oui, ça va, je bois assez. Je bois 1 litre, 1 litre et demi. Ah, non, c'est pas assez ça. 1 litre et 1 litre et demi, c'est vraiment pas suffisant. C'est même très peu en réalité. Je suis pas sans vous apprendre que le corps est fait à 80-90% d'eau. C'est la majorité de ce qui nous compose. Très important de boire suffisamment. Vous vous rendez très vite compte que plus vous allez boire, plus vous allez avoir soif parce que le corps va vous réclamer. À force de ne pas boire, en fait, le corps ne signale plus qu'il a soif. C'est comme quelqu'un qui va vouloir moins manger. Au fur et à mesure du temps, il ne ressentira plus la faim, la satiété, etc. Les signaux sont déréglés. Pour la soif, c'est pareil. On sous-estime énormément l'importance d'une bonne hydratation, d'ailleurs, et surtout à quelle vitesse on se déshydrate. Le manque d'eau dans le corps provoque de grosses fatigues, de gros maux de tête, bien sûr. La sensation d'avoir faim aussi, alors que encore une fois, c'est juste une mauvaise interprétation des signaux envoyés par le corps. Souvent, on va penser avoir faim alors qu'on a juste soif, tout simplement. Après, il y a toutes les joyeusetés liées au transit, donc des problèmes de digestion et de constipation, des problèmes de rétention d'eau. Si le soir, quand vous enlevez votre pantalon ou vos chaussettes, vous avez fort la marque du tissu ancré dans la peau, 80% de chance c'est que vous n'avez pas assez bu dans la journée. L'idéal, c'est d'être au minimum entre 2 litres et 2 litres et demi. Donc si vous êtes quelqu'un qui boit peu, évidemment, on ne va pas pouvoir passer de 1 litre à 2 litres et demi par jour du jour au lendemain. Le but, c'est de quantifier ce qu'on boit, toujours pareil, et d'y aller étape par étape, toujours pareil là aussi. On ne change pas des habitudes du jour au lendemain, on y va de façon progressive. Vous allez voir, et je préfère vous avertir, qu'au début, quand on recommence à boire en quantité suffisante, on passe sa vie à faire pipi. Rassurez-vous, ça n'est pas l'eau que vous buvez qui vous fait aller aux toilettes toutes les 30 secondes, c'est votre rétention d'eau que vous êtes en train d'évacuer. Au bout de 2, 3, 4 jours où vous allez vider tout le stock de papier cul, vous verrez que ça va se calmer, c'est tout simplement que vous avez fini d'évacuer votre rétention d'eau et que maintenant, juste vous reprenez un rythme normal de pause pipi. Donc rassurez-vous. Dernier point que je mentionnerai, dernière erreur en tout cas, c'est le fait de manger sans s'écouter, sans écouter sa faim, sans écouter
ses sensations. Donc dans quel contexte je parle surtout, c'est de manger par habitude, que ce soit grignoter devant la télé, grignoter en préparant à manger, prendre un goûter parce qu'on a l'habitude de prendre un goûter à 4 heures avec les enfants. Toutes ces choses qu'on va faire par habitude, alors qu'en fait, on n'avait pas spécialement faim. C'est juste que c'est l'habitude. Donc c'est encore une fois important toujours d'être conscient de ce qu'on fait, de ce qu'on met dans son assiette, de ce qu'on met dans sa bouche. Personnellement, encore une fois, j'aime bien faire le parallèle avec mon parcours, parce que je me dis que ça peut vous inspirer tout simplement. Je sais pas parce que j'estime être une quelconque référence. J'ai été quelqu'un qui a pris un goûter pendant des années et des années. Quand j'ai eu ma fille en plus, je l'ai eu très jeune, donc ça a perduré la petite habitude de prendre un goûter. Et jusqu'à récemment, je me suis rendu compte qu'en fait, ce goûter, je le prenais, oui, parce que ça me fait plaisir de partager ce moment-là avec ma fille. Elle me raconte sa journée, on est installés à table toutes les deux, on parle. Mais en fait, je mangeais pour manger, j'avais pas faim, mais je peux très bien partager ce moment avec elle quand même sans manger, parce que si j'ai pas faim, j'ai pas d'intérêt à manger. En fait, si mon corps ne me réclame pas à manger, c'est qu'il en a pas besoin. Donc du coup, quand j'ai percuté ça, je me suis dit, en fait, c'est pas la peine. Pourquoi je prends un goûter, j'ai pas faim. Donc je me fais un bon petit déca avec un peu de lait. On s'installe toujours pareil. Elle prend son goûter et moi, je bois mon petit café au lait. Et on échange de la même façon. On partage ce moment comme d'habitude, sauf que cette fois-ci, j'écoute mon corps et mes sensations. Donc du coup, petit récap de tout ça. Pour éviter ces erreurs, je vous rappelle, on évite de sauter des repas, c'est plus contre-productif qu'autre chose. On ne se limite pas uniquement aux aliments bruts et on fait attention à sa consommation d'aliments ultra transformés. Comme toujours, c'est un équilibre à trouver. On fait attention à ses calories liquides, autant celles qu'on boit que celles qu'on va rajouter dans les assaisonnements. On veille à boire suffisamment et surtout on essaye de s'écouter et de faire plus attention aux signaux que notre corps nous envoie. L'idée, encore une fois, et comme toujours, ce n'est pas d'être parfait, mais c'est de faire chaque jour mieux, tout simplement, de s'améliorer et de faire chaque jour un pas de plus vers ses objectifs et vers une bonne santé générale. J'espère que ce podcast vous aura plu, comme d'habitude qu'il vous aura apporté des choses. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des erreurs dans lesquelles vous vous êtes reconnu et si potentiellement ça va vous aider à ne plus les faire. Comme d'habitude, on se retrouve sur Instagram pour discuter des prochains podcasts. Et d'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de vos assiettes et merci comme toujours pour votre écoute. À bientôt.